le trail, c'est une discipline qui explose, donc la plupart de nos courses en Europe sont sold out en fait. Comment est-ce qu'on gère justement la croissance sans trahir aussi ses valeurs, la nature, d'éviter la surconsommation, etc. La course a dû être interrompue parce qu'il y a eu l'orage pendant la course, donc on avait des gens à 2000 mètres d'altitude à qui on a demandé de stopper, donc c'était vraiment extrêmement difficile et éprouvant. Là du coup au niveau du groupe UTMB, donc vous êtes 100 salariés, vous organisez 55 courses dans 20 pays. Comment vous êtes structuré ? La meilleure manière de couper court à un bad buzz, c'est de, un, être présent, et deux, de savoir faire aussi amende honorable en fait. Florian Lamblin est le CEO du groupe UTMB et directeur d'UTMB International. Le Oka Ultra Trail du Mont Blanc est l'organisation derrière les plus grandes courses de trail au monde. Aujourd'hui, c'est 100 salariés, 55 événements dans 20 pays. L'UTMB est passé d'une association créée par des passionnés à Chamonix à un groupe international structuré avec des filiales en Espagne, en Italie, en Angleterre et à Hong Kong. Dans cet échange, on va découvrir comment on organise une course de trail, comment structurer un groupe de 100 personnes qui est sur 4 continents et comment grandir sans trahir les valeurs d'un sport où chaque décision est scrutée. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Florian, bienvenue dans Sous le capot. Salut Nicolas, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Je suis super heureux d'enregistrer cet épisode avec toi, qui est un épisode un peu spécial, on va dire. Parce que moi, ça fait maintenant 4 ans, j'ai regardé 4 ans que je suis trailer. Et du coup, je participe à un grand nombre de courses, et notamment les courses UTMB. Et du coup, quand je suis sur la ligne de départ, je me demande toujours mais comment c'est organisé, comment est-ce qu'ils font pour assurer la sécurité, etc. Et en plus aussi, avec la croissance du monde du trail et tout, je me disais, punaise, ça doit être... Je rêve trop de voir ces coulisses-là, et du coup, je suis trop content qu'on enregistre cet épisode-là, parce que je vais pouvoir te poser toutes les questions que je me pose pendant mes 16 heures de course sur l'organisation. Donc voilà, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Quand on organise une course comme par exemple l'UTMB à Chamonix, il faut combien de personnes pour organiser une course comme ça ? C'est vrai que c'est une grosse organisation. On est historiquement l'UTMB avant que ça devienne un circuit comme on l'a créé aujourd'hui, et on reviendra dessus. C'était 5, 6, 7 personnes plein temps, donc c'était une toute petite équipe réduite. Ouais. Mais par contre, un énorme vivier de bénévoles. Aujourd'hui, l'UTMB, c'est 2000 bénévoles pour 10 000 coureurs. On dit qu'en général, dans le trail, un ratio confortable, c'est 1 bénévole pour 8 coureurs. Donc sur l'UTMB, on est bien, on est à 1 pour 5 en moyenne, mais 1 pour 8, c'est un ratio à peu près confortable. Donc ça reste le trail un événement, un sport organisé de manière encore très associative, bénévole. Heureusement, on a des groupes de coureurs, d'étudiants, de retraités, d'anciens coureurs qui prennent plaisir à jouer ce rôle-là. Donc ça reste quand même souvent des petites organisations vraiment dans l'équipe corps, mais qui s'appuient sur un gros réseau d'aidants, de bénévoles, de chefs de poste qui sont pour certains rémunérés, d'autres non. Voilà un peu comment ça fonctionne. C'est un peu particulier. Ok, ouais. Et comment vous gérez du coup ce côté un peu bénévole et en même temps business, parce que je pense que ça va pas être simple non plus, tu vois. Oui, alors notre entreprise est comme souvent dans le sport, elle est séparée en deux. On a maintenant, à la base du TMB, c'est une association qui est devenue plus tard une société. Donc la société gère tout l'aspect business, mais on a conservé une association, l'association des Amis du Mont Blanc, qui permet de gérer un certain nombre de choses, dont les bénévoles. Donc en fait, les deux activités sont intrinsèquement liées, mais quand même assez séparées dans la forme. Et en fait, les deux se nourrissent l'un l'autre. En effet, l'entreprise permet de gérer le business, les opérations. Et avec l'association, outre gérer des bénévoles sur l'événement, ça nous sert aussi à monter un certain nombre de sujets. On a des commissions médicales, sécurité, qui sont aussi faites avec ces groupes de bénévoles. Donc c'est vraiment un ensemble cohérent, et l'entreprise ne pourrait pas fonctionner sans l'association et vice-versa. Ok, ouais. Très intéressant. Et du coup, par exemple, si tu prends la course de l'UTMB, la course phare à Chamonix, il y a combien de personnes de votre entreprise qui travaillent sur cette course-là ? Ouais, alors je pense qu'il faut distinguer. Donc dans notre entreprise, on est 100 aujourd'hui. Ouais. Et dans cette entreprise, il faut, en effet, si on réduit à ceux qui travaillent sur le Mont Blanc, on va avoir une équipe orga, vraiment corps, donc spécialisée dans l'organisation de l'UTMB, disons, qui passe
au moins 50% de leur temps sur l'UTMB. Ok. Ça, je pense que c'est une équipe une dizaine de personnes temps plein. Juste pour préciser pour les auditeurs, l'UTMB à Chamonix, c'est genre comme la Coupe du Monde au foot, quoi. C'est genre la course phare. Donc c'est là aussi où il y a plus de monde, plus de présence médiatique, plus de coureurs élites. Donc c'est aussi pour ça que c'est pas la même organisation sur les courses du circuit normal, on y reviendra. Non, exactement. La majorité il y a à peu près 20 000 courses de trail dans le monde. La majorité des courses, elles sont organisées de manière très associative aujourd'hui. Nous, on a la chance d'avoir grandi, du coup d'avoir pu structurer une équipe, une entreprise. Et donc en fait, on maintient une équipe corps en fait relativement limitée avec cette organisation, comme je l'ai expliqué, avec une dizaine de personnes vraiment dédiées sur l'UTMB Mont-Blanc salariés. Et ensuite des chefs de poste, on va dire des bénévoles plus qui gèrent eux-mêmes un pool de bénévoles. C'est une organisation un peu pyramidale. Okay. Et après, en plus de cette équipe vraiment spécialisée Mont-Blanc, on va avoir des services transverses qui vont aussi travailler sur cet événement. Par exemple, des équipes marketing, communication, commerciale, des équipes hospitalité qui vont pas dédier 100% de leur temps à l'UTMB, mais qui, grâce à l'expansion du circuit, on a pu recruter des talents un peu plus experts, un peu plus spécialisés, qui passent peut-être 20-30% de leur temps sur l'UTMB Mont-Blanc, mais vont passer le reste du temps sur d'autres épreuves du circuit. Ok, ouais, comme la course, je sais pas, à Nice, en Alsace, à Majorque, etc. Voilà, exactement. C'est la force de notre organisation, c'est de pouvoir avoir... on a des équipes pour chacune de ces événements relativement réduites, et après, des équipes transverses, multi-événements sur des fonctions... un peu support expert, c'est ce qui peut-être nous distingue d'organisations plus petites, c'est d'avoir des profils du coup un peu plus larges qu'on voit pas forcément sur d'autres organisations. Un événement de trail, un petit événement de trail, même l'UTMB dans ses origines, en fait c'est un directeur de course, une personne ou deux vraiment spécialisée dans les opérations, une personne un peu plus marketing, communication. C'est ça en fait la réalité. C'est vraiment une toute petite équipe réduite. Et après, au fur et à mesure que l'épreuve grandit, on peut venir amener des profils un peu plus spécialisés. Et c'est ce qui s'est passé ces dernières années dans le groupe UTMB. Donc ça veut dire que tu as une dizaine de personnes par exemple sur l'UTMB Mont-Blanc. Mais sur les autres courses UTMB, type la UTMB à Nice, etc., c'est des équipes de quoi 3-4 personnes ou c'est... Le modèle qui fonctionne bien, sur lequel on se repose, c'est d'avoir un comité local. Donc, c'est pas forcément des équipes qui sont salariées du groupe UTMB, mais on a un contrat avec eux. C'est souvent ceux qui ont porté le projet initialement. Si je prends l'Alsace, par exemple, on a le comité local, il est composé de membres de la Ligue régionale d'athlétisme, par exemple. C'est eux qui étaient à l'initiative du projet, qui ont poussé ce projet avec nous. Et naturellement, en fait, ces gens-là sont devenus les directeurs de course de l'événement. Un petit comité s'est formé autour. Et ces gens-là sont rémunérés par un contrat qu'on a avec eux. Donc, on peut avoir dans certains pays des équipes qui sont vraiment des équipes salariées du UTMB. Si je prends en Espagne, par exemple, c'est une équipe complètement salariée par l'UTMB. Si je prends à Nice ou en Alsace, on a des équipes locales sur place, des petits comités qui sont vraiment des locaux. Enfin, la chose la plus importante pour nous, c'est de se baser sur des équipes qui soient locales, qui soient du cru, qui connaissent parfaitement les sentiers, le contexte institutionnel. On ne pourrait pas organiser un événement de trail si on était hors sol. On est tellement consubstantiellement lié au territoire que c'est la condition première. Et du coup, vous avez ces comités et vous, du coup, vous avez des équipes du coup qui travaillent avec ce comité-là. Exactement. Et du coup, c'est quoi un peu l'équipe vous avez au sein de l'UTMB qui travaille avec ce comité? Ouais, on a donc si je reprends l'exemple de la France par exemple, on a des équipes France qui sont basées à Annecy ou à Chamonix. Et dans ces équipes France, on va avoir un chef de projet qui va gérer par exemple l'épreuve à Nice et l'épreuve en Alsace. On a un autre chef de projet qui va plutôt gérer l'épreuve en Corse, le Grand Raid Ventoux by UTMB et l'UTMB Mont-Blanc. Donc en fait, on a une direction France avec une directrice France, Isabelle Visio-Politique, qui est la fille les fondateurs et la directrice pour la France. Et ensuite, on va avoir une petite équipe de chefs de projet qui fait le lien avec ces comités locaux, donc dont le but est en fait de s'assurer que les choses aillent dans le bon sens des deux côtés, c'est-à-dire que les comités locaux aillent dans le sens aussi de ce qu'on a envie de faire avec le groupe UTMB, mettre en place un certain nombre de guidelines tels qu'on les a imaginés, et de l'autre côté aussi comprendre le contexte local, entendre le comité qui sont vraiment au contact au quotidien de ce qui se passe, de la communauté, et de faire remonter ça pour qu'on puisse aussi nous aligner, adapter nos pratiques. Ok, ouais, hyper intéressant. Et là tu parles de guidelines, du coup c'est quoi un peu,
à quoi ça ressemble quand vous créez une nouvelle course? Ouais. Vous avez, je sais pas, un playbook, un PDF où en fait il faut que tu mettes ces actions en place. Enfin, Ouais. le balisage, ça se passe comme ça. Les toilettes, ça se passe comme ça. La sécurité, ça se passe comme ça. Enfin, Ouais, absolument. On a ça. On a ce qu'on a appelé des OG, Operation Guidelines, sur la partie opérationnelle. Et on a des playbooks commerciaux, un playbook marketing et communication. On a une Sustainability Baseline sur la partie RSE. Donc, en effet, ces playbooks nous ont beaucoup servi et nous servent encore beaucoup aujourd'hui à nous assurer que le minimum soit vraiment livré dans les règles de l'art. C'est-à-dire qu'on veut que quand on aille sur une épreuve UTMB, qu'on soit en Thaïlande, en France, en Chine ou en Argentine, on ait un minimum de choses qui sont respectées, notamment sur la sustainabilité, le respect de l'environnement, sur la promotion de la diversité des femmes, sur la sécurité. Et ça va être quoi concrètement? Par exemple, on va te dire... je vais prendre un exemple dans différentes catégories. Ouais. Dans la catégorie opération, on va te dire ton dispositif médical, il doit ressembler à ça. Tu dois avoir X médecins, dont un médecin réanimateur, X infirmiers, etc. Qui doivent être postés qui doivent X kilomètres. Exactement, okay. Oui. On va pas leur dire il faut que tu le mettes exactement là. Par contre, on va dire il faut qu'il y en ait à peu près un tous les X kilomètres. Pour qu'ils puissent intervenir dans... Parce que notre promesse, par exemple, pour reprendre cet exemple, c'est qu'on soit capable d'intervenir en moins d'une demi-heure n'importe où dans la montagne, dans les endroits les plus isolés, sur quelqu'un qui a un incident. Okay. Donc c'est comme ça qu'on réduit au maximum les incidents, les décès, les accidents graves, c'est d'avoir des médecins qui, dans 80% des cas, interviennent en 15 minutes et au maximum en 30 minutes. Okay. Donc c'est un exemple de guideline sur la partie opération. Deuxième guideline, vous devez utiliser un système de management de course qui s'appelle LifeTrail, qui est un système extrêmement bien développé qu'on a développé en interne pour savoir à tout moment où sont chaque coureur, à quel moment ils vont arriver, et si jamais il a 10 minutes de retard au prochain ravitaillement, on va s'inquiéter parce que normalement le prédictif a dit qu'il aurait dû arriver à ce moment-là. Voilà, sur la partie partenariale, on va dire, on a des partenaires globaux, c'est un peu ce qui fait la spécificité de notre circuit. Et bien ces partenaires globaux, on a besoin qu'ils soient présents d'une manière uniforme quand même sur l'arche, sur le banderolage arrivé, parce que c'est ce pourquoi ils ont payé pour un système global. Donc ça ne veut pas dire qu'on veut des événements qui soient standardisés, bien au contraire. Je pense que les playbooks, ça représente peut-être 30% ou la moitié de ce qu'il faut faire. Le reste, c'est leur secret sauce à eux. C'est eux qui la définissent avec leur science des parcours, leur science locale. Et c'est ce qui fait que quand tu vas à Nice en Alsace ou à Restonica en Corse, tu vas avoir des expériences radicalement différentes. Mais néanmoins, les fondamentaux, sécurité, partenaires, etc., on va les retrouver. Ok, ouais, donc c'est vraiment toute l'ossature au final, et après sur la peinture, au final tu peux un peu faire comme tu veux en respectant quand même un certain nombre de choses. Exactement, et d'ailleurs la peinture, on leur demande que la peinture soit différente à droite à gauche. On a des épreuves qui ont un caractère très fort. Si je prends Restonica en France, c'est une épreuve extrêmement ancrée dans son territoire corse, gérée par des Corses. Les ravitaillements, vous avez du saucisson, du fromage corse, etc. Quand vous allez en Thaïlande, vous êtes complètement empreint de la culture locale, vous êtes dans la jungle, vous avez des produits locaux, etc. Donc non, on demande véritablement à nos directeurs de course de cultiver cette identité locale pour que en fait, un coureur il ait une expérience vraiment différente, qu'il aille dans un pays ou dans un autre. Ok, ouais. Et comme tu disais, votre promesse d'avoir un médecin en 30 minutes, même en pleine montagne, comment c'est possible en fait? Comment vous gérez tout ça? Alors d'abord, on se repose sur des équipes ou des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. En France, il existe, et dans le monde d'ailleurs, il existe des sociétés qui se sont spécialisées dans la médicalisation d'événements complexes, en itinérance, en montagne, etc. Donc nous, on travaille avec la société DocEver, par exemple, qui est une société qui aussi médicalise le marathon de Paris, par exemple. Et eux, leur faculté, justement, c'est d'avoir de savoir exactement sur un événement qui va faire 100 miles, sur 4 jours, etc., combien de médecins il faut, à quel endroit. On a des postes avancés avec des médecins sur les points de ravitaillement. Quand les points de ravitaillement sont trop espacés, on peut mettre des mini-postes à des points intermédiaires. Donc, en fait, la clé, c'est vraiment le maillage. On a des moyens en dernier recours qui peuvent être l'hélicoptère, etc., quand vraiment il n'y a pas d'autre solution. Mais je pense que le point essentiel, c'est d'avoir posté des infirmiers, des secouristes, des médecins à des points clés, en fait. Donc un dispositif médical, c'est un dispositif très complexe, pyramidal,
avec des points. Voilà, on a nos cartes, on sait exactement, on a piné où sont chaque typologie de médecins, secouristes, infirmiers, on sait où ils sont et on sait quand on doit les déployer et on sait que si on a un incident à tel endroit, et ben c'est telle personne qu'on doit déployer, etc. Donc c'est vraiment une histoire de maillage, de planning très complexe. Mais voilà, encore une fois, on s'appuie sur des experts qui maintenant font ça sur le marathon des Sables, sur l'UTMB ou sur le marathon de Paris. Donc en fait, ils sont aussi experts des traumas spéciaux pour la course. Enfin, oui. Voilà, donc c'est aussi ça, quoi. C'est que du coup, ils savent aussi prendre en compte en disant là, tu peux continuer, là, tu peux pas continuer. Enfin, exactement. Ce qui est fort avec le trail, c'est que il a créé des métiers, on y reviendra peut-être, mais il a aussi créé des avancées dans certains domaines comme la science, la médecine. On a découvert avec le trail des pathologies qui n'existaient pas avant, ou en tout cas qui n'étaient pas suffisamment documentées. Et en fait, notre prestataire médical, Doc Ever, qui est avec nous depuis le tout début de l'UTMB, en fait, avec eux, on a fait des études médicales, on a enrichi aussi la science pour dire, voilà, le trail, mettre en stress le corps pendant 40 heures, dans des conditions comme ça, ça génère de nouvelles pathologies. On a beaucoup documenté des problèmes de foie, de rein, l'hyponatrémie, des choses qui étaient assez peu connues. Et en fait, du coup, ces gens-là sont devenus des spécialistes des pathologies sur des courses de longue distance. Ah, ok, ouais, donc en fait, c'est hyper intéressant. Ok. Et comment ça se passe du coup, tu vois, si par exemple, je sais pas, en fait, il y a des incidents de course, la météo est mauvaise, qui est-ce qui décide d'annuler la course ? Ouais, je peux en parler. Ça nous est arrivé beaucoup l'année dernière. On a eu une année vraiment difficile et le changement climatique, il est pas pour rien. On a eu par exemple à Wildstrubel au mois de septembre 2024, alors que normalement, mi-septembre, il n'y a plus de neige. Énorme épisode neigeux, 30 cm de neige, vraiment paralysé totalement l'événement. On a eu des gros orages dans le Val d'Aran en Espagne. On a eu des coulées de boue dans le Valais sur le trail Verbier-Saint-Bernard by UTMB. Donc on a eu des énormes éléments qui ont disrupté l'événement. Et ça, c'était pendant la course ou avant ? Enfin, je sais pas comment En général, ces choses-là, on les anticipe, on voit qu'elles vont arriver quelques jours avant. Mais oui, c'est directement dans la course ou quelques jours avant. Mais quand dans le Valais, la coulée de boue, 2 jours avant, les coulées de boue ont complètement obstrué des sentiers, rendant impossible le passage, par exemple. Okay. Donc oui, on est sur un secteur, un sport qui est plus complexe à organiser parce qu'on est dans la nature sauvage. Il faut qu'on soit humble face aux éléments. Et qui décide dans ces situations, il y a en amont et pendant. Il y a en amont, et je pense que les 5 jours qui précèdent l'événement, quand on voit ce qui va arriver, c'est là qu'on cravache pour essayer de trouver des solutions alternatives. Et d'ailleurs, on fait maintenant systématiquement, on développe systématiquement des exercices de crise en amont sur les événements pour dire, OK, si on met les équipes opérationnelles autour de la table, on travaille avec des sociétés spécialisées où nous-mêmes on écrit les scénarios et on dit voilà, on va imaginer plein de scénarios qui peuvent se passer sur la course et comment on va réagir. Sur l'UTMB Mont-Blanc, c'est super intéressant, on fait ça en juin, 2 mois avant, et on imagine tous les scénarios les pires possibles et on les gère en temps réel comme si on était là. Donc en fait, c'est super intéressant parce que quand on arrive le jour J, en fait les scénarios, on n'aura jamais le même scénario que celui qu'on a imaginé. Par contre, les réflexes, on les a et on sait la chaîne de commandement, etc. Et maintenant, on a documenté ça. On a même un algorithme qui dit en cas de telle crise, qu'est-ce qu'il faut faire, qui contacter, quelle est la chaîne de commandement. Donc, on suit maintenant un algorithme de gestion de crise qui est Mais tu peux prendre un exemple typiquement, du coup, ce que vous avez simulé, c'est quoi typiquement Ouais, je peux t'en donner plusieurs. On a simulé par exemple un gros épisode météorologique, donc un gros orage qui vient complètement interdire l'accès à un sentier. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu sais trouver des itinéraires bis ? Et en l'occurrence, la réponse est souvent oui, parce que tu les as imaginés en amont. Ouais, tu les as déjà anticipés, les itinéraires bis. Exactement. La bonne pratique, c'est d'avoir en fait ton roadbook dans nos meilleurs événements. Il n'y a pas un tracé qui est fait. Il y a plusieurs tracés qui sont faits, tu peux les activer facilement. Les activer facilement, ça veut dire que tes bénévoles, ils savent que ces itinéraires bis, ils existent et que tu vas pouvoir les redéployer sur ces itinéraires. Moi, ça m'est déjà arrivé sur une course, justement, et c'était fou. J'arrive à un ravitaillement, il me dit, finalement, là, c'est par la droite, et tu passes par là. Ouais. Je trouvais ça... Et même, c'était déjà balisé. Exactement, c'est un site qui soit pré-balisé, donc ça se voit pas, mais en fait, souvent, on balise beaucoup plus que les parcours que tu fais. Ça se fait pas au moment où tu prends la décision, c'est déjà pré-balisé. En tout cas, dans les événements où on est le mieux préparé, par exemple le Val d'Aran cette année, après l'épisode qu'on a eu l'année dernière, on a balisé, je pense,
le double des sentiers réels. Ok, ouais. Et on a bien fait, puisque le 100 miles, par exemple, on a dû le rebasculer complètement plus dans la vallée à cause de gros épisodes. Et le parcours était déjà balisé. Donc, on a pu éviter de l'annuler ou de faire quelque chose de très déceptif. Ok, ouais. Donc ça, c'est vraiment une condition importante. Donc, et qui prend ces décisions, du coup, en amont, on est un petit groupe autour de ça. On travaille avec des météorologues, nos médecins, nos experts terrain, ceux qui connaissent par cœur les sentiers, les pompiers, des guides locaux éventuellement. Et après, pendant l'événement, la décision, elle revient en général au race director, plus les personnes les plus gradées de l'UTMB. Quand je suis sur place sur un événement, en général, la décision, elle est entre moi et le race director. Okay. L'année dernière, quand j'étais à Majorque, gros épisode pluvieux, énorme inondation, vraiment pas de chance. Ça arrive pendant l'événement, la course démarre le lendemain. On est dans le bureau, mon race director et moi, et ensemble, on assume et on prend la décision de dire telle course, elle sera annulée purement et simplement demain parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Donc, c'est des décisions difficiles. Et ça, ces décisions-là, je sais pas comment dire, il y a une part de feeling ou c'est que du protocole, du process? Il y a un peu des deux, même si on essaie de la rationaliser quand même au maximum. Si on commence à mettre de l'émotion là-dedans, par exemple, comment les coureurs vont réagir, machin, en fait, on risque de prendre une mauvaise décision. Donc, du coup, typiquement, si on reprend cet exemple, ça s'est passé comment? Donc, tu étais sur place. Ouais, il y a une course qui est censée partir, disons, le vendredi à 9h. À partir du mercredi, on voit que ça va être chaud quand même à partir du vendredi. Donc, on imagine des scénarios alternatifs, du plus ou moins catastrophiques. Le jeudi, on se rend compte que le scénario catastrophique est en train d'arriver. Enfin, vraiment, énorme inondation, des passages avec 3 mètres d'eau et pas de solution pour passer. Des orages violents, donc à 1500 mètres d'altitude, c'est quand même compliqué. Et donc là, la course part à 9h le lendemain, il est 23h. On est dans le PC course avec mon race director, les experts majorcains locaux avec lesquels on travaille, le météorologue. Et on s'enferme à 3 dans le bureau et on décide avec mon race director d'annuler l'une des distances et on dit ok, maintenant il faut communiquer. Donc on décide la chaîne de commandement là se déploie, c'est-à-dire que hop, il y a le responsable des bénévoles qui est prévenu, le responsable de la relation athlète qui est prévenu, la relation élite qui est prévenue. Donc ton responsable relation élite, il appelle la dizaine d'élites individuellement qui est là, relation coureur, il envoie le SMS qui va bien, le mail qui va bien pour s'assurer que tout le monde a eu la nouvelle. Ouais. Et on gère de la frustration pendant même après l'événement. C'est difficile. Tu te déplaces sur place. Tu as été sur place. On a été honnête dès le départ avec nos coureurs en leur disant il est possible que l'événement soit disrupté à cause d'un phénomène météorologique, mais vous pouvez venir si vous voulez quand même, mais sachez qu'il y a ce risque-là. Mais c'est sûr, quand tu les préviens, quand tu leur dis la veille pour le lendemain, on leur dit on est désolé, mais il faut qu'on reste humble par rapport à la nature. Yes. Et on a mis tout ce qu'on pouvait en place pour préserver ce qu'on pouvait. On a réussi à préserver quelques parcours, mais votre distance, elle va être difficile à maintenir. Donc, c'est difficile. Tu gères de la frustration et pour tes équipes, c'est aussi difficile. Mais voilà, c'est consubstantiel à notre sport et il faut l'accepter. Tu vois que on a 60 événements maintenant, tu en auras toujours chaque année 4 ou 5 qui seront fortement impactés. C'est une loi statistique, quoi. Et ces gens-là, tu peux pas les basculer sur la course du 100 km, par exemple, du 100 miles. Quand on peut le faire, on le fait. Ouais. Donc, en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait sur certaines épreuves. On a réussi à en basculer un certain nombre. Mais parfois c'est pas possible, on est dans le trail, on y reviendra, mais c'est une discipline qui explose, donc la plupart de nos courses en Europe sont sold out en fait. Donc, c'est ça, oui, tu peux pas, t'as prévu 4000 personnes, tu peux pas en mettre le double, quoi. Sur l'UTMB, il y a 10 000 personnes, pas une de plus. Enfin, je veux dire, c'est des jauges qui ont été définies avec la préfecture, avec les autorités. On est extrêmement respectueux de ça. À Majorque, il y avait par exemple des jauges il y a un système très scientifique de gestion de l'affluence sur les sentiers. On est obligé de respecter ça. Donc oui, quand on a dit que telle distance devait être limitée à 800 coureurs, on va pas en mettre 802. Donc ouais, si on a 100 places qu'on peut utiliser, on va le faire, mais on pourra pas mettre tout le monde sur la distance. Donc oui, c'est parfois assez frustrant de gérer ce genre de situation, mais c'est normal, et c'est ce qu'on essaie aussi de faire comprendre aux coureurs, c'est que vous êtes sur une pratique qui est ce qu'elle est dans la nature, et donc peut-être que sur 10 trails que vous allez faire sur 3 ans, il y en aura un qui va être fortement impacté, il faut que vous l'acceptiez. Okay. Et nous, on essaie de minimiser les impacts pour eux, évidemment. Okay. Et tous ces incidents, du coup, vous avez un playbook sur comment réagir, je sais pas comment dire, vous avez, j'imagine, dû voir tellement de cas que... On l'avait pas initialement, et l'année 2024 a été vraiment intense sur ces épisodes-là.
Et du coup, depuis un an, on travaille là-dessus. Donc, c'est-à-dire qu'on a les exercices de gestion de crise qu'on faisait surtout sur le Mont Blanc. Tu vois, on en a fait sur 8 événements l'année dernière. Et j'ai l'objectif dans les 3 années à venir, d'avoir que tous nos événements soient passés à un moment par cet exercice de gestion de crise. Quelques événements, bons élèves, avaient un plan vraiment de contingency, c'est-à-dire avaient écrit, documenté ce qui allait se passer en cas de tel scénario. Et ben, mon objectif, c'est que, pareil, à 3-5 ans, tous nos événements aient produit ce document-là. Donc, c'est long, ça prend du temps, c'est pas facile d'écrire des scénarios alternatifs, mais c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir préserver l'intégrité de nos courses, de nos parcours. Donc, oui, maintenant, c'est assez nouveau, on l'avait pas anticipé, imaginé, parce qu'on est les premiers témoins du changement climatique et honnêtement, il y a 10 ans, on n'était pas autant impactés. Donc, c'est une nouvelle donnée qui nous a incité à construire de nouveaux playbooks. Et est-ce que tu as vu une différence du coup entre le moment où vous n'aviez pas ces playbooks et maintenant où vous les avez par exemple sur les grandes courses? Complètement. Je vais te reprendre l'exemple de Val d'Aran, cette course en Espagne. On a eu un épisode, deux sérieux épisodes météorologiques en 2024 et en 2025. 2024, on est peu préparé. Et ben, c'est le bazar. La course a dû être interrompue parce qu'il y a eu l'orage pendant la course. Donc, on avait des gens à 2000 mètres d'altitude à qui on a demandé de stopper. Donc, c'était vraiment extrêmement difficile et éprouvant. Donc, ça a été une gestion... on a fait ce qu'on pouvait, mais on l'a plutôt bien fait, mais c'était très, très éprouvant. 2025, le playbook avait été écrit. Les équipes sur place ont fait un travail formidable pour dire voilà ce qui va se passer en cas de tel scénario. Tous les bénévoles étaient prévenus. Donc, quand il a fallu appliquer les scénarios alternatifs, c'était beaucoup plus facile, accepté. Et pour te montrer que ça a eu aussi un impact, tu vois, quand on traque, sur chacun de nos événements, on traque la satisfaction des coureurs. On essaie d'avoir à peu près... notre objectif, c'est d'avoir 90% de satisfaction sur nos événements. Tu vois, sur Val d'Aran, l'année 2024, où on a une gestion perfectible, on va dire, on perd 10-15 points de satisfaction par rapport au normatif. L'année dernière, on n'en perd que 3-4. Ok, d'accord. Donc, tu vois vraiment l'impact sur le coureur d'avoir une bonne gestion de ces épisodes-là. Ok, ouais, sur le coureur, mais aussi en interne, quoi. Donc, et en interne, parce que les équipes, alors ça restait une gestion difficile, mais ouais, 2024, tu sors avec des équipes qui sont rincées parce qu'elles ont géré de l'imprévu et de la gestion automatique tout le long d'événements. En 2025, elles ont un peu plus appliqué des playbooks et du coup, c'est beaucoup plus rassurant. Tu sais que ça a été prévu comme ça. C'est frustrant, mais tu sais où tu vas. Ok, ouais. Et du coup, là-dedans, en fait, si on prend le playbook, il y a vraiment écrit il y a un épisode orageux, il faut couper une section, on va faire ça, ça, ça et ça. Ouais, plus ou moins, c'est ça. C'est-à-dire que tu as, je sais pas, 3 versions d'un même parcours pour ton 100 miles, avec parfois des petites variantes, mais on va dire 3... T'as plein de variantes, mais t'as 3 gros parcours. Je sais pas, un parcours qui passe très haut, un parcours un peu moins haut et un parcours vraiment dans la vallée si vraiment c'est catastrophique le temps. Et pour chacun des scénarios, tu as, les bénévoles seront placés ici, leur planning il va changer comme ça, ils vont rester sur le parcours A, en fait ils devaient rester 6 heures et faire un chiffre de 6 heures à tel endroit. Dans le parcours C, ils vont être déployés à tel endroit et leur chiffre ça va être ça. Okay, ouais. En tout cas, c'est pour que ce soit effectif, efficace, il faut que ça se passe comme ça. Et c'est comme ça qu'on les a écrits par exemple en Espagne. Ouais. Ok, ouais. Super intéressant. Bon, ça me rassure, je fais le Val d'Aran cette année. Donc après, voilà, t'es sur un des événements qui est le plus préparé à ce genre d'événement normalement. Et un des plus beaux aussi. Ouais, c'est ça. Ok. Là, du coup, au niveau du groupe UTMB, donc vous êtes 100 salariés, présents dans 50... vous organisez 55 courses dans 20 pays. Comment vous êtes structuré? Eh bien, on a un comité de direction, dont je fais partie. On est 7 dans ce comité de direction, mené par notre directeur général, qui est arrivé 2 ans avant moi, il y a 6 ans. Avant l'UTMB, il n'y a pas vraiment de directeur général. C'était 2 co-founders, Catherine et Michel, qui sont toujours là, mais plutôt avec des profils de président ou de conseiller. Maintenant, on a vraiment un directeur général, donc quelqu'un qui vient de l'industrie, qui sait structurer des boîtes. On a un COMEX et chacun des membres du COMEX représente une des directions de l'entreprise. On a à la fois des directions pays. Donc moi, par exemple, je dirige toute la partie internationale. Donc, je vais diriger les opérations de l'ensemble des événements qui ne sont pas en France. Et après, dans ma direction, c'est ensuite structuré par pays. Donc, j'ai une équipe Iberia, UK, Hong Kong, etc. Une direction France, dont fait partie l'UTMB et Mont Blanc. Et ensuite, on va avoir des directions plus transverses. Donc, on a une direction
marketing et communication, une direction commerciale, une direction financière. On a maintenant une direction sport et sustainability. Donc vraiment, on a mis la relation élite, la relation avec la communauté et les problématiques d'environnement, de diversité au cœur, avec vraiment une personne en charge, une direction en charge de cela. Et je gère aussi dans ma direction toutes les opérations. Donc, on a une direction des opérations, mais qui est intégrée aussi dans ma direction. Donc, tu vois, donc c'est une organisation finalement assez matricielle, avec à la fois une organisation géographique et puis des fonctions transverses qui viennent infuser. C'est d'ailleurs la direction qu'on tend à prendre de plus en plus, que ce soit sur l'Asie, l'Amérique latine, l'Europe, avoir une organisation comme ça matricielle avec des équipes pays et puis des fonctions support qui viennent infuser et apporter leur expertise en transverse. Ok, ouais, super intéressant. Et du coup, pour que tout le monde aille dans la même direction, parce que là maintenant vous êtes 100, et que chacun ait de la clarté sur quoi il doit travailler, comment, je sais pas, vous fixez des objectifs à chacun de vos salariés, enfin comment vous gérez tout ça? Ouais, et pour rebondir sur ton point, c'est pas uniquement nos collaborateurs, puisqu'on est 100 collaborateurs, certaines de nos équipes événements sont salariés, mais d'autres sont... on a des événements licenciés, donc ce sont des événements avec lesquels on a passé un contrat d'organisation, mais ils ne sont pas nos salariés, donc tu n'as pas un rapport hiérarchique particulièrement avec eux, tu as plutôt un rapport contractuel ou de prestataire client ou de licencié à licencieur, si tu veux. Donc en fait, toute cette galaxie est assez complexe, les modèles de collaboration sont différents, donc comment tu fais pour garder une certaine homogénéité dans tes objectifs? Oui, alors déjà, on a une ligne directrice, on a ce qu'on a défini comme étant un long range plan, donc un plan à 5 ans, un plan à long terme. On a défini nos grands objectifs. Par exemple, je peux te dire que après être sorti d'un cycle de 4 ans, on était quand même en forte croissance. Là, notre long range plan, il se focalise sur 5 grands objectifs. Renforcer notre empreinte sur le sport et les communautés, donc être enraciné dans les communautés et développer le sport dans la bonne direction. L'aspect environnement, donc avoir une emprise positive ou en tout cas limiter notre impact sur l'environnement au maximum. Tout ce qui est DEI, donc inclusion, diversité, notre mission, elle est aussi de s'assurer que sur les lignes de départ, on retrouve un reflet de la société mondiale, une représentation des femmes, des personnes en situation de handicap, des personnes socialement plus défavorisées, etc. Troisième axe. Excellence opérationnelle, ça c'est un levier que je pilote directement, qui est comment s'assurer que sur tous nos événements, on ait 90% de satisfaction, 50% de net promoter score, et que on soit extrêmement solide pour que tout ce qui soit en backstage, qui ne se voit pas par le coureur, ce soit parfaitement solide également. Et un axe aussi très axé, un axe legacy, donc un axe comment on peut maximiser l'impact dans nos territoires dans lesquels on est. Donc ça, c'est vraiment nos 5 axes de développement. Donc en fait, comment on fait? On communique sur ces 5 axes. On dit voilà, le projet d'entreprise, le projet pour nous, c'est vraiment d'avoir un leadership en s'appuyant sur ces 5 piliers. Expliquer, on a fait un gros travail sur quelle est notre mission, notre vision, notre why, et qui s'appuie sur ces piliers stratégiques. Ça a été un gros chantier de ces dernières années, et tu peux te dire pourquoi travailler sur une vision, une mission, tout ça c'est un peu des mots en l'air. Ouais. En fait, travailler sur ça, ce que d'autres peuvent appeler la juste cause, par exemple Simon Sinek parlait de la juste cause ou le why, et en fait travailler sur ça permet de donner un vrai cadre, une étoile polaire si tu veux à tes collaborateurs et tous les gens avec lesquels tu travailles, et de leur faire comprendre la direction dans laquelle tu travailles. Donc ça aide vachement. Et après, il y a comment tu mets en œuvre cette vision pour qu'elle devienne plus concrète pour des gens qui sont aussi plus loin, géographiquement, culturellement, etc. Et ça passe par de la pédagogie, des explications, mais aussi un certain nombre de playbooks aussi pour expliquer, pour que ce soit plus facilement compréhensible. Je ne vais pas juste te dire en Espagne ou à Hong Kong, il faut que... il y ait plus d'inclusion. Voilà, exactement. Et on a des playbooks, des guidelines, des lignes directrices qui leur permettent de rendre plus concrètes ces choses-là. Okay. Et ça fonctionne finalement assez bien. Tous nos événements et toutes nos filiales n'avancent pas dans la même direction, à la même vitesse, mais en fait, chaque zone avance avec ses forces. Tu vois, l'Amérique latine, par exemple, leur grande force, c'est l'aspect social des événements. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement ancrés dans leur territoire, et tous les événements qu'on organise là-bas, ils sont liés à une cause sociale. Je sais pas, faire courir des coureurs dans des situations défavorisées, redonner de l'argent à des associations locales, ce genre de choses, c'est extrêmement fort là-bas. En France, c'est
le point crucial, c'est le respect de l'environnement. Ouais. Donc, on est très moteur et très leader sur ces choses-là. On est perfectible, mais en tout cas assez leader. Donc, vraiment, les événements sont très moteurs sur ces sujets. Et aux États-Unis, ça va être le sujet peut-être de la diversité, de l'inclusion, qui est extrêmement sur lequel les événements vont être plus forts. Le sujet de l'environnement, ça dépasse un peu plus les Américains aujourd'hui. Okay, ouais. Par contre, c'est avoir une équité homme-femme sur une ligne de départ, d'avoir des people of colors, donc des personnes de différentes origines ethniques sur la ligne, c'est quelque chose qui, nous, peut-être en Europe, on est moins sensible. Aux États-Unis, est extrêmement important. Donc ça qui est fort aussi, c'est qu'on voit que on ne demande pas aux événements d'avancer exactement de la même manière chacun. Mais par contre, on leur demande, on leur dit voilà quel est un peu le cas de la vision à 5 ans. Et après, en fonction des sensibilités, de votre culture, de votre géographie, de votre communauté, venez vous pluguer, vous insérer sur les critères, sur les éléments qui font plus de sens dans votre communauté. Mais toi, par exemple, si on prend l'excellence opérationnelle, qui est vraiment ton champ, comment ça se matérialise concrètement, tu vois, pour tes équipes? Ouais, en effet... moi, j'ai comme objectif personnel et je fixe comme objectif à mes équipes. Par exemple, je suis en période d'entretien de fin d'année. Toutes les personnes dans mes équipes qui sont en lien avec les événements, elles ont pour objectif d'avoir 90% de satisfaction sur les événements dont elles ont la charge. Donc déjà, c'est dans leurs objectifs annuels. C'est-à-dire qu'ils seront jugés en fin d'année sur ça. Et oui, un événement qui va avoir que 80% de satisfaction, on va considérer que c'est un échec, un objectif pas atteint. Donc déjà, de le mettre dans les objectifs de chacun, ça montre que c'est vraiment quelque chose sur lequel... on va devoir influer. Et donc, dans nos enquêtes post-épreuve, nos enquêtes sont assez longues. Je ne sais pas si tu as déjà répondu à des enquêtes, mais c'est assez long d'y répondre. Enfin, c'est assez long, un quart d'heure, mais nous, elles sont extrêmement enrichissantes parce qu'on sait dire à la suite de ça, ok, en fait, sur l'Alsace ou sur Val d'Aran, les choses qui ont pêché, c'est ça, ça, ça. Et du coup, j'incentive aussi mes équipes ou dans leurs objectifs. Je ne sais pas si je prends... prenons l'Espagne, je veux dire qu'en Espagne, ce qui pêchait cette année, c'était la qualité des ravitaillements, par exemple. Donc, du coup, je vais dire, dans vos objectifs de cette année, il va y avoir de renforcer la qualité des ravitaillements. Que vous allez mesurer avec le questionnaire l'année d'après. Si cette année, j'ai eu 30% de dissatisfaction sur les ravitaillements, je lui dis, cette année, je veux que l'objectif il soit plus que de 15% de dissatisfaction, par exemple. Donc ça, c'est cool. On a essayé de capitaliser au maximum tout ça. Faut comprendre qu'on vient d'une organisation quand même à la base... avec peu de process, peu de KPIs. Et en fait, c'est ce qu'on a fait ces dernières années et qu'on continue à faire, c'est essayer de vraiment objectiver tout ce qu'on fait, le KPIiser pour que ce soit plus facilement pilotable. Pour qu'on s'assure que quand une mesure, quand on la met en place, elle est véritablement des effets et qu'on fasse pas ça dans le vent, en fait. Donc ça, c'est important de faire ça comme ça. Et on met aussi en place un système de bonus-malus ou incentive-disincentive, notamment auprès de nos événements licenciés. Ce que j'essaie de mettre en place cette année pour que quand un événement licencié, il a été bon élève, c'est-à-dire qu'il a coché toutes les cases de la Sustainability Baseline, c'est-à-dire qu'il a mis, je sais pas, des produits... ça coûte, c'est pas facile de mettre des produits féminins sur tous les ravitaillements, par exemple, pour parler de choses très concrètes, ou de faire un bilan carbone de son événement. Au plus il va cocher de choses, au plus il va pouvoir prétendre un bonus potentiellement, et inversement, s'il a été vraiment mauvais élève, on va potentiellement lui imposer un malus. Pareil sur les opérations, on va lui dire si t'as rempli tous les documents qu'on t'avait demandé de faire, si ça c'était raccord, on est super content de te donner un bonus. Par contre, si jamais ça s'est pas bien passé, il y a une task force centrale qui va venir, on va t'aider à retourner l'événement, mais on n'accepte pas que ça se passe une deuxième fois. Donc c'est un peu toutes ces mécaniques qui permettent en effet de rendre concrète l'excellence opérationnelle et pas que ce soit juste des paroles en l'air. Et du coup, si on reprend l'excellence opérationnelle pour tes équipes, du coup, il y a uniquement ces KPI qui sont liés au questionnaire ou tu leur donnes aussi d'autres qui sont liés aux objectifs finalement de ta verticale? Il y a plein d'objectifs, évidemment. Il faut que nos événements soient viables par eux-mêmes, c'est déjà un objectif en soi, c'est-à-dire que on reste une entreprise, on a des salaires à payer, et donc il faut que nos événements soient viables, c'est-à-dire qu'on va pas développer un événement juste parce que c'est un bel événement, etc. Il faut quand même qu'il dégage une marge qui soit solide économiquement, ne serait-ce que pour en effet payer nos prestats, etc. Donc c'est quand même un objectif de mes équipes qui respectent un budget qu'on a défini en amont. Mais par contre, à l'intérieur de ce budget, à partir du moment où on a défini, je sais pas, que les bidas d'un événement, il devait être de
de 10 ou 15%. Après, les moyens pour le faire, je leur laisse quand même relativement carte blanche. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de dire voilà comment le faire. Moi, à la fin, je les juge sur est-ce que le budget est respecté, est-ce que la satisfaction au coureur est là, est-ce qu'on a connu des épisodes qui ont vraiment disrupté l'événement et on l'a mal géré. Ça, je vais les juger là-dessus. Est-ce que le territoire qui nous soutient, est-ce qu'il a râlé pour telle ou telle raison? Donc en fait, je les incentive sur les objectifs, les moyens, on leur donne des guides, des playbooks, on leur dit les opérations par exemple, croyez-nous, on a 20 ans d'expérience, on pense que... avoir un médecin à toutes les 30 minutes, c'est la bonne chose à faire. Il y a des choses sur lesquelles on est intransigeant, il y a des choses sur lesquelles on dit on vous laisse le choix de le faire comme vous le souhaitez, mais on a quand même des best practices ou des choses dont on sait qu'elles fonctionnent a priori, donc, et en général, les événements bons élèves qui suivent les guidelines sur ces aspects, c'est les événements, il n'y a pas de secret, c'est les événements qui se passent le mieux, qui obtiennent la meilleure satisfaction coureur en fait. Donc il y voilà, a une forte corrélation, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Donc voilà, un autre KPI qu'on suit, c'est le nombre de bénévoles qu'on peut avoir. Un événement qui a 5000 coureurs et qui a que 200 bénévoles, ça va être chaud. Donc oui, moi je donne comme objectif d'avoir ce ratio de 1 pour 8 sur les événements par exemple. Et puis après, dans chaque pays, tu as des choses qui sont un peu communes, typiquement ce ratio de bénévoles, le taux de 90% de satisfaction. Et après, chaque événement ou chaque pays va avoir ses propres objectifs parce qu'en fait, les enjeux ne sont pas les mêmes en Angleterre, en Italie, en Espagne ou à Hong Kong. Et donc, en fonction de ce qu'attend notre communauté et des irritants qu'on a identifiés l'année précédente, et ben on va fixer des objectifs particuliers à chacune de ces équipes. Et c'est quoi un peu les routines du coup que tu as avec ton équipe pour suivre un peu tout ça, le fonctionnement au quotidien? Ouais, alors dans mon équipe, il y a 7 personnes qui me rapportent directement. Donc avec ces 7 personnes-là, j'ai en général alors moi je suis assez caméléon et j'aime bien ça. Et quand je dis caméléon, c'est je m'adapte pas mal à la manière de fonctionner des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir besoin que tu fasses un one-to-one de 1 heure toutes les semaines, c'est super important. Et quand je vois que c'est important pour eux, je le fais. Il y en a d'autres, ça fonctionne pas comme ça. Par contre, il faut que je sois... Ils se sentent fliqués. Ils se sentent fliqués ou on se regarde un peu dans le blanc des yeux. Par contre, on fait du ping-pong sur Teams toute la journée et ça fonctionne très bien, tu vois. Donc je dirais que dans la méthode de management, ça dépend vraiment des profils. Voilà, j'ai des profils très seniors qui nécessitent assez peu de présence au quotidien. D'autres qui sont un peu roublards. Je ne citerai pas des pays, mais il y a des pays ou des zones dans lesquelles on te la fait un peu plus à l'envers, donc il faut que je sois un peu plus présent. Donc vraiment, je m'adapte. Mais je dirais que la base, c'est soit en effet avoir un point one-to-one régulier avec eux ou alors faire du ping-pong sur Teams. J'essaie de me rendre quand même assez disponible, même s'il y a beaucoup de boulot, mais en tout cas d'être disponible. Et mon rôle par rapport à mes équipes, il est pas de micromanager, je demande pas un reporting quotidien détaillé. Il est de les aider à prendre les arbitrages quand ils sont bloqués. Il est de leur donner les ressources pour pouvoir prendre les décisions qu'il faut. Il faut savoir que la plupart de mes équipes, elles sont à l'étranger, loin d'ici en fait, donc elles savent pas ce qui se passe au siège. Et parfois, j'ai des équipes qui se plaignent parfois qu'il y a il peut y avoir un peu de latence parce qu'ils sont pas sur place. C'est plus difficile d'aller prendre un café avec un tel à côté. Donc moi, mon rôle, c'est de débloquer aussi ça et d'accélérer un peu les choses. Donc cette routine-là, et puis après, moi, je suis assez partisan d'avoir on a des points de fin d'année, mais moi j'aime bien faire des points un peu routiniers quand même, 2, 3, 4 fois par an où vraiment on se pose sur les choses un peu fondamentales, tu vois, au-delà du day-to-day, du business as usual, qui là peut faire l'objet de points hebdo ou de trucs sur Teams. Sortir un peu plus stratégique, quoi. Exactement. Ouais. On est quand même dans un secteur où l'opérationnel il prend vite le dessus, et parfois il faut aussi savoir prendre du recul, prioriser, et ça passe par ce genre de moment-là. Et après, moi, j'ai un point global toutes les 2 semaines avec mon équipe, on va dire, rapprochée, c'est-à-dire typiquement toutes ces 7 personnes, on a un point tous ensemble toutes les 2 semaines. Ça nous permet justement de prendre un peu de recul et de raisonner un peu plus stratégique qu'opérationnel. J'ai la spécificité d'avoir des équipes qui sont très dispersées, qui se parlent pas forcément entre eux au quotidien parce qu'elles sont à l'autre bout du monde, mais par contre elles vivent des préoccupations très similaires en fait. Et donc du coup le fait de rapprocher ma directrice Asie, mon directeur Latam, etc., ça permet de se dire ok, on vit des choses assez similaires, comment on peut utiliser l'expérience de l'un, les best practices de l'autre pour débloquer ces situations. Ça fonctionne assez bien. Et puis après au niveau de la boîte, on a des
On a des séminaires, on a un séminaire de boîte, un séminaire manager, un séminaire COMEX. Ouais. Et en fait, à chaque niveau, ça permet de replacer un peu les choses, de bien redéfinir la vision, et de la faire ruisseler dans l'organisation. Ok. Et c'est quoi un peu, si on parle un peu plus concret, la stack d'outils que vous utilisez, vous, pour gérer les projets Ouais, alors nous, on est très ClickUp. Donc, on est notre directeur des opérations qui est plus là maintenant, mais qui était là il y a 3 ans quand il est arrivé. Je connaissais pas ClickUp à l'époque et il a vraiment œuvré pour mettre ça. Donc aujourd'hui, maintenant, on gère beaucoup de projets sur ClickUp. Donc typiquement, nos événements qu'ils utilisent bien, ils ont tout le déroulé de leur gestion d'événements sur ClickUp avec toutes les tâches à faire les unes après les autres. Ça marche plutôt bien. Et le duplique l'année d'après, quoi. Ouais, duplique l'année d'après. Donc, c'est aussi un super outil parce que on est beaucoup dépendant dans notre secteur souvent d'une personne. Nos petites équipes en local, elles sont assez petites. Et donc, quand le jour où le race director part, il y a une grosse perte de connaissances en fait. Donc, ClickUp, ça nous sert quand même pas mal pour avoir l'historique, les process qui sont là. Et en fait, tu as un nouveau race director qui arrive. Et worst case scénario, il applique les process et les étapes dans ClickUp les unes après les autres. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne assez bien. On a beaucoup processé avec ça. Et du coup, vous avez un ClickUp au niveau du groupe ou du coup, vous en avez un par événement? Enfin, comment vous structurez ça pour pas que ce soit non plus trop... On a un contrat ClickUp global et après, on a des streams ClickUp avec des autorisations, des accès différents. Mais oui, on va avoir un ClickUp pour chaque événement. Et puis après, on va avoir... Par exemple, moi, j'ai un ClickUp pour... quand une épreuve, elle veut rejoindre les UTMB World Series, on a plein d'épreuves qui nous contactent spontanément. C'est pas uniquement moi en prospection qui vais voir en disant est-ce que ça vous... Non, il y en a quand même, on se base quand même beaucoup, la plupart, sur des organisateurs qui viennent nous voir en disant ça nous intéresserait de travailler avec vous, de vous rejoindre, comment on peut faire. Pour ça, j'ai mis un process. Ils postent en ligne et en fait, ça arrive sur un formulaire ClickUp, par exemple. J'ai un ClickUp avec... toutes les informations qu'il faut savoir sur tous nos événements, tu vois. Si à un moment je sais plus quelle distance il y a sur tel événement, combien de coureurs, quelle est la jauge, etc. Tout est sur ClickUp. Ouais. Donc ça fonctionne assez bien. Même si on se pose pas mal la question aujourd'hui, est-ce qu'on devrait plus utiliser Notion, par exemple. Il y en a beaucoup d'avocats de Notion dans la boîte et on manque un peu d'éducation sur les alternatives qu'il y a, tu vois, entre Slack, Notion, etc. On a un moment où on doit renforcer notre éducation là-dessus. On utilise un peu l'IA, mais pareil, on va mettre en place une formation à l'IA pour tout le monde dans la boîte parce qu'en fait, on a tous une connaissance un peu basique. On utilise tous un peu ChatGPT, moi Gemini, Perplexity pour certains, mais en fait, pour ceux qui l'utilisent, sans doute pas des niveaux, avec tout le potentiel que ces outils représentent. Et je pense que on est à 10% de notre potentiel d'utilisation de l'IA aujourd'hui. Donc ça, c'est un truc sur lequel il faut qu'on fasse mieux. Et un outil qu'on n'utilise pas, alors on utilise HubSpot aussi pas mal. Donc HubSpot, c'est plutôt pour tout ce qui est un outil de CRM, de campagne, emailing. Ça fonctionne vachement bien aussi. Depuis qu'on est parti là-dessus, avant on avait des outils type Salesforce très lourds. Ça fonctionnait pas pour la taille de notre organisation, c'était beaucoup trop lourd. HubSpot, c'est beaucoup plus flexible, donc ça fonctionne assez bien. Et après, pour tout ce qui est gestion de data, on utilise beaucoup Power BI. Donc, Power BI, c'est vraiment un outil qui va te faire de l'analytics. On gère pour vos tableaux de bord. Pour nos tableaux de bord, on a beaucoup de tableaux de bord, on utilise ça. On a la chance d'avoir... on a deux chances là-dessus. On a la chance d'avoir on est une boîte à la base d'informatique. Catherine et Michel, ils ont des formations d'informaticiens. LiveTrail, qui est la filiale du groupe UTMB, a été créée par les enfants de Poletti et c'est une boîte de développeurs informatiques en fait. Donc on a des gens qui touchent pas mal l'informatique, qui savent développer des choses in-house. Et ça, c'est super chouette parce que du coup, on se repose pas sur des développeurs externes dès qu'on doit faire quelque chose. On se repose sur nos devs internes. Et en data, on a des gens qui touchent bien ça. Donc Power BI, quand c'est bien utilisé, c'est vraiment super puissant. On gère une base de données, nous, de à peu près 1 million de coureurs. On fait courir 150, 170 000 coureurs à l'année. Donc on a une grosse masse de data à gérer. Et grâce à Power BI, ça nous a quand même... ça nous a beaucoup structuré et beaucoup aidé à rationaliser nos décisions aussi. Okay. Super intéressant. J'aimerais passer encore sur une dernière partie, c'est toute la partie un peu la croissance du trail. Je sais que l'UTMB a aussi beaucoup été critiqué avec l'ouverture de courses un peu dans le monde entier, etc. Comment est-ce qu'on gère justement la croissance sans trahir aussi ses valeurs, justement de la nature, d'éviter la surconsommation, etc. Ouais, c'est une bonne question. Et on est un sport particulièrement sensible à ça. Moi, je viens à la base
avant de rentrer dans cette communauté du trail, j'étais familier du vélo, de la route. Donc j'ai côtoyé ces communautés, mais c'est la première fois que je suis confronté à une communauté aussi sensible à ces aspects-là. Vraiment, le côté valeur. Je dis pas qu'il n'y a pas de valeur dans le vélo ou dans la course sur route, mais la croissance ou le business ne sont pas des gros mots dans ces sports-là, alors que dans le trail, c'est plus compliqué, c'est un écosystème plus sensible. On est aussi dans la montagne, dans des écosystèmes géographiques qui sont plus fragiles. Et c'est un sport qui est né en fait de manière assez spontanée dans plein de pays en même temps. Il est né aux US dans les années 60 avec des grandes courses comme la Western State, avec des petites communautés très spontanées qui se sont formées. Il est né en Angleterre avec le fell running où la tradition c'était avec tes potes, c'est le plus rapide à aller jusqu'au sommet et revenir. En France, il est né avec la course de montagne ou des courses comme les Templiers ou le Grand Raid, pareil, qui sont très associatives à la base. Donc en fait, oui, c'est un écosystème plus sensible. Donc comment on fait pour pas se trahir ? Déjà, il faut se rappeler nos valeurs, il faut les écrire. On a écrit nos valeurs, on a nos valeurs de équité, authenticité, respect, entrepreneuriat. Tout ça, c'est des valeurs qu'on a écrites et qu'on communique en interne, qu'on essaie de faire vivre régulièrement, qu'on rappelle. Voilà. L'esprit, la chance qu'on a aussi, c'est d'avoir toujours nos fondateurs aux manettes. Okay. Même avec d'abord, on a... quand je suis arrivé en 2022, ça suivait quelques mois plus tard. Ça a suivi la prise de participation dans le groupe UTMB d'une participation minoritaire par le groupe Ironman. Donc les gens nous ont aussi beaucoup questionné là-dessus. Le groupe Ironman, un groupe américain qui prend des participations. Et en fait, c'était super intéressant, super riche parce que d'abord, la greffe a bien prise. Nous, on a appris plein de choses d'un point de vue aussi business, développement, opération. Enfin, vraiment, le groupe Ironman, c'est un groupe très structuré qui a fait ça dans le triathlon et du coup, on a beaucoup appris d'eux. Et par ailleurs, eux nous ont aussi beaucoup laissé la main et ont vite compris qu'on avait l'expertise sur les opérations trail, sur ce sport en fait. Donc en fait, ils nous ont laissé complètement gérer le développement de ce sport. Et après, comment on maintient ce système de valeurs ? Il faut que dans chacune de nos décisions, ces valeurs, elles se rappellent à nous. On a pu prendre, et c'est ça qui a pu pêcher les dernières années, parfois des décisions qui n'ont pas été comprises par la communauté. Par exemple, on a fait le choix d'avoir Dacia comme partenaire titre de l'UTMB Mont-Blanc, par exemple. Ce choix a été difficilement compris. On est revenu dessus d'ailleurs un an plus tard. Et on sait pourquoi on l'a fait à ce moment-là. Dacia avait un discours vraiment intéressant. On a rencontré les gens de Dacia et on a senti vraiment qu'on était sur la même longueur d'onde sur beaucoup de choses, mais on a aussi compris que vis-à-vis de la communauté, c'était pas un bon signal aussi à envoyer. On a fini par rétro-pédaler. Donc en fait, ça passe par expliquer beaucoup nos choix et expliquer qu'en fait, oui, on croit, mais on sait pourquoi on croit. On croit non pas pour croître. Catherine et Michel, ils ont pendant 20 ans, ils ne se sont pas versés de dividendes. Ils ont réinvesti chaque euro qu'ils ont gagné dans l'entreprise directement, en fait. Ils ont toujours vécu très modestement. Et leur but, eux, c'est de faire vivre une boîte, de développer ce sport qui est leur passion dans une direction qui est la bonne. Michel, je le côtoie au quotidien. Il est transporté par le trail et par une volonté de l'amener dans une direction positive. Vraiment, ça l'habite au quotidien. Ouais. Donc, il faut le montrer, l'expliquer. Et quand on fait faire l'ensemble de nos choix sur la base de nos valeurs, et aujourd'hui, maintenant que nos valeurs sont bien écrites, notre mission statement est bien écrit, c'est plus facile aussi pour nous de savoir prendre des décisions. Parfois, est-ce qu'on devrait prendre tel ou tel sponsor ? Est-ce qu'on devrait aller dans tel ou tel pays ? Moi, par exemple, j'ai pris la décision de ne pas aller dans certains pays parce que ça ne respectait pas nos valeurs. Non pas que ce soit des dictatures ou que ce soit, mais parce que je voyais pas le projet derrière, il n'avait pas forcément de sens, il n'y a pas une communauté très forte derrière, d'un point de vue sustainability, ça pouvait pas faire de sens, donc on a décidé de pas aller. Donc ça nécessite parfois de faire des choix qui sont difficiles d'un point de vue, rentabilité de l'entreprise. Ouais. On pourrait aujourd'hui, je pense, faire 2 fois plus de chiffre d'affaires si on avait... Ouais, on développe encore plus d'événements. Exactement. Parce qu'au final, la croissance, elle est là, le nombre de... On a la chance de pouvoir... aujourd'hui, en fait, on a eu un cycle où on a dû... créer tout ça. Quand on s'est lancé, on ne savait pas si ça allait prendre. On commence avec 25 événements, on ne sait pas si le système sportif est accepté. 4 ans plus tard, on sait que le système sportif est accepté.
ça fonctionne, la communauté nous rejoint là-dessus. Donc maintenant, on a la chance en fait de pouvoir modeler notre croissance comme on le souhaite. Pourquoi ? Parce qu'on a des actionnaires qui ne sont pas motivés par ça, ou pas uniquement par ça. Ils sont motivés d'abord par laisser une empreinte positive. Catherine et Michel, ils ont un projet de transmission à leurs enfants, donc leur projet, il est de s'assurer qu'ils laissent un moment leur bébé dans les dispositions les plus favorables. Et ça, c'est super riche de pouvoir se dire, OK, on est une entreprise qui va bien, financièrement, ça va bien, mais c'est pas ce qui nous drive au quotidien, pas que. Il y a aussi ces objectifs qui peuvent paraître annexes pour d'autres entreprises, mais qui pour nous, je t'ai dit, ça fait partie de nos piliers stratégiques. Puis il y a aussi le côté familial. Enfin, si tu as un actionnariat familial, tu vois aussi la vision long terme. Enfin, Exactement. Bosser dans des boîtes familiales ou des boîtes avec des actionnaires qui étaient des fonds d'investissement, voilà, tu vois tout de suite, c'est différent quoi, Exactement, dans la vision. Absolument. Et après, il faut aussi, quand on fait des erreurs, expliquer. Moi, je pense que je suis un grand partisan de ça. Alors, c'est particulièrement vrai dans notre sport, mais je pense que c'est vrai de manière générale. C'est quand on fait des erreurs, ça nous arrive de faire des erreurs stratégiques. Je veux dire, on est des décisions d'en prendre tous les jours. On n'est pas omniscient et on ne peut pas en tout anticiper. Donc, parfois, on fait des erreurs. Et ben, il faut les expliquer, se dire, voilà, on a pris cette décision, c'était une erreur, on revient en arrière, ou expliquer pourquoi on a pris cette décision. Et en fait, on se rend compte quand on fait ça que la communauté, elle le comprend quand même vachement bien. Quoi. Elle est très sensible à ce qu'on soit humble et ouais, la meilleure manière de couper court à un bad buzz, c'est de, être présent et de savoir faire aussi amende honorable en fait. On est dans un secteur où la communauté est très vocale, mais elle sait aussi beaucoup pardonner et qui plus est quand t'es présent et qu'ils voient un visage. Quoi, donc. Et du coup, comment tu gères le fait que à chaque décision qui va être prise, tu vas potentiellement être critiqué? Ouais, Est-ce que ça, tu vois, tu peux aussi être un peu dans l'immobilisme au final? Ouais, c'est vrai. C'est un bon point. On est une entreprise leader, en tout cas dans notre sport. On est une petite entreprise dans un sport qui est encore un sport de niche, mais il n'empêche que dans ce sport, on est un des leaders. Donc, c'est un peu le revers de la médaille, ou en tout cas, j'aime pas cette expression, le revers de la médaille, parce que c'est négatif. C'est plutôt c'est la responsabilité qui vient avec le leadership. C'est-à-dire que quand tu es une entreprise leader, bah, tu sais que tes actions, elles vont être plus scrutées. Des erreurs, parfois on en voit dans notre secteur, dans d'autres sports, on dit mais regarde, l'entreprise à côté, elle a fait 10 fois pire, rien ne s'est passé. Bah oui, mais elle est moins sous les radars ou c'est pas la même communauté. Donc il faut accepter que ça vienne, que le leadership, il vient aussi avec une forme de responsabilité. Ça nous donne une force énorme. C'est-à-dire qu'on sait que dès qu'on fait une action dans notre sport, bah, ça va être potentiellement suivi par plein d'autres organisateurs. Donc, on a aussi cette responsabilité de dire essayons d'amener les choses dans le bon sens, parce que quand une initiative elle va être positive, potentiellement d'autres vont suivre aussi derrière. Mais oui, on sait que chaque décision va être scrutée. Là, on annonce par exemple, on vient d'annoncer la Travel Policy pour le Hoka UTM Mont Blanc. La Travel Policy, ça dit deux choses. Ça dit, on a travaillé avec une plateforme pour recommander des itinéraires pour venir sur le Hoka UTM Mont Blanc. Des itinéraires bas carbone. Le plus bas carbone possible. Si tu suis cet itinéraire, tu auras 30% de chances de plus d'être tiré au sort à la loterie. Comment tu t'assures du coup que la France elle le fait? Ça après il faut une rigueur derrière. Hein. Je pense qu'il va y avoir sans doute une année un peu de pédagogie et une année derrière un peu plus de bâton, mais on va leur demander de fournir des justificatifs. Après, je veux dire, tu veux frauder, tu pourras toujours frauder. C'est comme tout. Demain, tu veux voler une orange au magasin, tu peux le faire, pas de souci. Donc, on part du principe quand même que 90% des gens sont honnêtes. Et les gens qui ne sont pas honnêtes, on les laisse avec leurs responsabilités. Et donc, ça dit ça. Et la deuxième chose, c'est pour venir sur le Hoka UTM Mont Blanc, on va demander au coureur de compenser financièrement son empreinte carbone. Okay. Donc, si ça te coûte, pour un Américain par exemple, 60-70 € de venir en équivalent carbone, on va te demander de payer ce surplus-là. Donc ces choses-là, nous on pense que c'est vraiment l'avenir du sport, si on veut protéger nos écosystèmes. Mais évidemment, les premières réactions qu'il peut avoir, c'est on doit encore payer, c'est un système qui va favoriser les plus riches, etc. Néanmoins, là-dedans, il faut qu'on continue à tenir le cap. On est convaincu de pourquoi on le fait. On ne fait pas ça pour que ce soit un sport le plus élitiste. D'ailleurs, ça reste. Je veux dire, quand tu viens des États-Unis ou d'Amérique latine pour faire le Hoka UTM Mont Blanc, c'est un énorme billet. Donc finalement, 60 € en plus, c'est pas énorme non plus. On essaie de faire relativiser. Et puis on essaie de dire aussi, en
fait, le OKUT et Mont Blanc, ne venez pas tous les ans. Ça va être votre objectif peut-être tous les 5 ans ou 10 ans, mais on ne cherche pas à ce que vous venez sur le OKUT et Mont Blanc. C'est presque paradoxal de dire on est un organisateur d'événements sportifs, on voudrait que le plus de personnes viennent. Non, en fait, on a tellement de gens qui veulent y postuler qu'on essaie de créer un système où on dit non, allez plutôt sur l'événement qu'on a créé dans votre pays. C'est une super alternative. Il y a les codes de l'UTMB Mont Blanc, mais dans votre pays. Et puis faites du OKUT et Mont Blanc votre projet sur 5 ans, sur 10 ans. Puis postulez. Et le jour où vous serez tiré au sort, ça deviendra votre objectif, en fait. Mais forcément, des premières réactions, hier encore dans un grand média de PQR française, ce système favorise les plus riches. Donc, c'est comme ça. Quand tu es leader, tu as cette espèce de rançon qui vient derrière, mais on sait que dans notre ADN, on a l'innovation, on a l'entrepreneuriat, et on a fait le choix de ne pas transiger, de continuer à innover, en effet. Quitte à être critiqué, en fait. Quitte à être critiqué. En tout cas, quand on fait les choses pour des bonnes raisons, on sait pourquoi on le fait. Et voilà, on préfère prendre ce risque, expliquer. Peut-être même, dans certains cas, mettre en péril à court terme notre business ou notre réputation. Mais on sait qu'à long terme, ce sera bénéfique. Super, merci beaucoup Florian pour cet échange, c'était super intéressant, merci pour ta transparence. Avec plaisir Nicolas. Oui, à bientôt, ciao. À bientôt. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de liker la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Pour suivre l'actu du podcast et les coulisses, vous pouvez suivre la page Instagram de Sous le Capot ou me suivre sur LinkedIn. À très vite.